c'est pas pour dire. C'est seulement histoire de cacter. Mais les parents, souvent, c'est des drôles d'oiseaux. Celui-ci, vous savez comment l'appellent les Arabes? Abou Markoub, le père babouche, à cause de son bec. Une babouche pour un grand pied, car l'oiseau mesure 1,15 m de hauteur, sur 1,20 m de longueur. En français, on l'appelle bec en sabot. En latin scientifique, balaniceps, tête de baleine. Tête de baleine est connue non seulement pour ses claquements de bec, mais pour faire entendre de temps en temps un éclat de rire strident. Pour le voir, il faut remonter les sources du Nil. C'est là qu'il vit, dans les roseaux ou les papyrus des rives, ou dans les marécages, au Soudan, en Ouganda, sur les bords du Congo, au Zaïre. Quand il claque du bec, ce n'est pas qu'il ait faim, c'est pour saluer son épouse, qui lui rapporte des matériaux pour le nid. Chacun leur tour, ils doivent rapporter des herbes humides pour provoquer une évaporation, ce qui rafraîchit les œufs. Vers midi, il fait même tellement chaud qu'ils doivent doucher leurs œufs au goutte à goutte en ramenant de l'eau dans leurs sabots. Une fois les oisillons éclos, s'ils ne veulent pas les retrouver rôtis, il leur faut continuer à les doucher, le temps qu'ils soient capables d'aller puiser de l'eau eux-mêmes. Évidemment, au début, le petit doit ouvrir sa babouche toute grande, n'ayant pas la pointure suffisante pour un poisson comme celui-ci, qui chausse du 25 cm. Il lui faudra 10 minutes pour l'avaler. N'empêche qu'ils sont capables, dès le début, d'avoir des prises de bec entre frères ou entre frères et sœurs. Et avec de tels becs, ça fait mal. Souvent, le plus faible est éliminé. Mais voyez donc ce que fait maintenant le mâle. En cas de danger, il appuie de la patte sur le dos de son rejeton pour l'enfoncer dans le nid. Cela veut dire très exactement « écrase-toi ». Le petit comprend, se tasse et fait le mort. Et le père s'envole pour attirer l'attention sur lui. Parce que, malgré toutes les précautions du caméraman, il l'a vu venir de loin avec ses gros sabots. On s'attendrait à voir le bec en sabot voler comme un fer à repasser ou avoir tendance à piquer du nez comme un Airbus trop chargé de l'avant. C'est un excellent planeur. Papa Pic et Maman Pic. Ici, c'est Papa Pic, reconnaissable à sa plaque rouge sur la tête. Il s'agit du pic noir, Dryocopus martius. Il se relaie pour nourrir les petits. Ça, c'est courant. Ce qui l'est moins, déjà, c'est la façon dont ils se tiennent dans le trou qu'ils ont creusé, comme un alpiniste dans une cheminée, en s'appuyant des pattes aux parois latérales. Voyez comme il touche une boursouflure claire sur le bec de ces petits, ce qui le leur fait ouvrir. Et il leur fourre, le mot n'est pas trop fort, la nourriture dedans. Une nourriture qu'il stocke en grande quantité dans son estomac et qu'il leur vomit dans le gosier. Grâce à ce système, le pic noir n'est pas obligé de faire des allers et retours sans arrêt pour apporter des fourmis à ses petits. Voici Maman Pic revenant avec son estomac bourré. Comprenant qu'elle arrive, Papa Pic tape du bec plusieurs fois à l'intérieur du tronc pour faire savoir qu'il est là. Il y a Papa qui tape
et il y a maman qui vient. Depuis le trou d'envol, elle fait un signe de la tête. C'est moi, tu peux sortir. Pendant que l'un des deux couve, papa ou maman pique, l'autre a le temps d'aller faire ses courses à la fourmilière la plus proche. L'Islande, la toundra marécageuse. Voici papa et maman qui tuent. C'est le bas latin qui a donné son nom à ce rapace de haut vol. Falco myrlus, faucon tueur, est devenu en français faucon émerillon. La zoologie préfère aujourd'hui le nommer Falco columbarius, le faucon des colombes, sous-entendu qu'il les tue. Terrain découvert, peu boisé, pour repérer de loin les oiseaux qui l'attaquent en vol. Papa et maman faucon nourrissent ici leurs petits avec des oisillons. Du bébé linotte, du bébé grive, du bébé alouette. Allez, mange mon bébé, c'est du bébé tout frais. Pour que tu puisses manger un jour son papa et sa maman, quand tu seras devenu un vrai petit faucon. Il n'y a pas de quoi rire, surtout quand on s'appelle la sterne et que pour nourrir ses petits, ce que l'on fait est plutôt consternant. Ce sont les Allemands, surtout, qui donnent à cette hirondelle de mer le nom de Lachseeschwalbe, la sterne rieuse. Au premier abord, on la trouve sympathique. Papa sterne nourrit maman pendant qu'elle couve en lui apportant du bébé alouette. Bon, nous n'allons pas pleurer, nous qui chantons « Alouette, je te plumerai ». Mais voici que papa sterne apporte à ses petits une souris immangeable, trop grosse pour eux. Ah ben oui, t'as l'air faim. Et voilà qu'il n'a toujours pas compris. Voilà, ça, c'est de la souris pour bébé. Ou alors, ça devrait descendre tout seul. Et ça, non ? Quoi de consternant dans tout cela, direz-vous? Eh bien, la sterne rieuse, pour nourrir la famille, n'hésite pas à attaquer les nids de ses copines, les autres sternes. Pour une fois d'ailleurs, elle se fait virer par un poussin. Heureusement, il y a des parents moins nuls, mieux organisés. Par exemple, l'épervier. Dès qu'elle commence à couver, maman épervier perd les plumes des extrémités de ses ailes, ce qui lui interdit provisoirement de manœuvrer pour chasser. Son mâle lui porte donc à manger pendant 5 semaines, se faisant arracher la proie du bec. Une fois les enfants nés,
il est autorisé à livrer les oisillons qu'il a attrapés, petits moineaux ou autres, un peu plus loin, où madame, avant de les donner aux petits, les plume et les coupe en petits morceaux. Et 25 jours après l'éclosion, quand les petits éperviers auront perdu leur duvet de bébé et acquis leur première plume, alors, comme par enchantement, leur mère verra repousser les siennes, celles du bout des ailes qui permettent de manœuvrer en vol. Je reprends la plume pour vous dire que je ne m'en vais pas loin, aider votre père à chasser des moineaux. Signé, Maman qui chasse et qui plume. Ah, évidemment, c'est beau, la naissance d'un oiseau. Nous sommes devant l'œuf d'un héron garde-bœuf. Vous savez, ceux qui accompagnent les bœufs et les vaches pour manger les insectes autour d'eux ou sur eux. Bubulcus ibis, famille des ardéidés. Voilà, ça y est. Qu'il est beau le petit oiseau. Même si au début, à côté de son grand frère, il a plutôt l'air d'une serpillière. On s'attendrit. Mais d'abord, il a fallu construire un nid. Pas n'importe où, sur des îles ou dans des endroits paisibles, en hauteur et en compagnie. À cause des rongeurs qui mangent les œufs. Il y a intérêt à se grouper en comité de défense. D'où ces colonies qu'on appelle des héronnières. Ici, ils sont 5000 qui ont construit entre 1200 et 1500 nids. Et quand on doit monter et assembler les petites branches, lesquelles n'ont, la plupart du temps, ni la grosseur, ni la longueur qu'il faudrait, ce n'est ni simple ni facile de faire un nid. Même en s'y mettant à deux, la preuve. C'est Monsieur Héron qui ramasse les branches. Le problème est qu'il faut les passer à Madame Héron. Enfin, ça y est. Le nid est fait, les enfants sont là. Au début, papa et maman Héron peuvent tranquillement régurgiter la nourriture dans le nid. Des petits poissons, des grenouilles, et, comme disent les Anglais, toutes ces sortes de choses. Les petits s'impatientent un peu, c'est tout. Mais, au bout d'une semaine, il leur attrape sauvagement le bec pour les obliger à baisser la tête et faire directement passer la nourriture dans leur gosier. Et comme ils sont plusieurs, très vite, c'est la foire d'empoigne. Un papa héron, c'est un papa héros. Faut-il s'étonner que certains parents d'oiseaux en viennent à fuir les brutalités de leurs enfants? Voici une exclusivité mondiale de deux petites îles des Galapagos, Nanopterum arisi,
nanoptère signifiant petites ailes. Un cormoran qui a totalement perdu son aptitude à voler. Ses ailes se sont atrophiées. Plus la peine d'en avoir, puisque là où il est, il n'y a pas un seul mammifère prédateur pour le menacer. Ignoré longtemps des hommes, on ne l'a découvert qu'en 1898, et de toute façon immangeable, il n'a pas subi le sort du dodo de l'île Maurice, qui avait cru pouvoir, lui aussi, renoncer à voler. Selon que madame ou monsieur est en train de couver, il se relaie. Celui qui vient pour la relève doit obligatoirement apporter un cadeau. Comme ici une touffe de varech, parfois une étoile de mer, un bout de bois, peu importe, c'est le geste qui compte. Il doit tendre son cadeau en saluant. Et le partenaire le lui arrache violemment. Le scientifique allemand qui a observé ce comportement l'interprète ainsi. Celui des deux, mâle ou femelle, qui arrive avec son cadeau, exprime son intention pacifique. Et on a l'impression, dit-il, que ce cadeau sert de paratonnerre entre eux, le fait de l'arracher très vivement, déviant l'agression sur l'objet. On a vérifié que si on enlève le cadeau de son bec, l'oiseau, que ce soit le mâle ou la femelle, se fait automatiquement jeter et doit aller en chercher un autre. C'est un pacte de non-agression entre époux, les petits cadeaux entretenant la conjugalité. Et vous croyez que les enfants, au moins, respecteraient ça? Même pas. Ils vont dans le gosier des parents chercher leur nourriture si violemment que parfois l'adulte s'enfuit en nageant. Et son enfant le poursuit pour le piller en pleine mer. Notez, ça lui apprend à nager. Mais tout de même, il y a des enfants mieux élevés. La petite frégate, par exemple, pour demander à sa mère si elle peut fourrer sa tête dans son gosier, fait un bruit qu'on peut imiter, dit le biologiste Abel Eibesfeld, en faisant rouler des cailloux dans un bol. Un bruit de cailloux polis. Remarquez, on se plaint, mais il y a des satisfactions. En français, pour désigner un personnage grossier, maladroit, on dit « c'est un butor ». On n'a pas tout à fait tort. Le petit butor, le vrai, appelé aussi blongiot nain, secoue sa mère comme un prunier. Mais il a une qualité. Il ne fait jamais caca dans son nid. Il faut dire, si l'on peut s'exprimer ainsi, que le coup du caca hors du nid est très répandu. Un autre qui le fait invariablement, c'est le petit de cette buse que l'on dit variable. De même, le plus fort des aigles d'Afrique, Polemaetus bellicosus, l'aigle martial, impose à ses enfants, de troupes, une discipline quasi militaire. Bon, ce qui peut arriver, par exemple ici en Ouganda, où le nid d'un faucon est dans un trou au flanc d'un rocher abrupt, c'est que de la direction du dehors, un petit faucon fasse une fausse évaluation. Erreur d'azimut. Et quand on est, comme le moineau en Alsace ou en Allemagne, sous-locataire des cigognes, il y a intérêt à se méfier a priori de la propreté du propriétaire. Mais il ne faudrait pas déduire de tout cela
que les parents des oiseaux, sous prétexte qu'ils volent, sont au-dessus de tout soupçon. Nous sommes revenus aux Galapagos. Il y a ici deux sortes d'oiseaux qui ont besoin, en même temps, de récolter des rameaux pour construire leur nid. D'une part, le fou à pieds rouges, d'autre part, la petite frégate, Fregata minor. Ce sont les mâles qui doivent le faire, et pour eux, c'est crucial, la réussite sexuelle en dépend. Celui qui a un nid a une femelle, et il n'y a pas de rameaux pour tout le monde. Alors, voici la fête des rameaux. Les frégates commencent par piller les fous en vol. Elles ne savent pas comme eux plonger et nager, mais elles ont la suprématie aérienne. Mais là où ça devient carrément le cirque aérien, c'est que les frégates se volent les rameaux entre elles. Alors là, sur plusieurs centaines de mètres et à grande vitesse, ici ralenti par la caméra, tout y passe. Looping, vol sur le dos, dégagement, virage sur l'air. Le meilleur moment pour piquer son rameau à un autre mâle, c'est quand celui-ci, enfin arrivé au nid, a freiné pour se poser et s'apprête à le passer à sa femelle. L'autre arrive comme une flèche et... Tous les oiseaux de l'ordre qui groupe les pélicans, cormorans et autres fous sont de remarquables voiliers. Mais la frégate les surclasse tous, parce que la musculature de ses ailes et ses plumes, c'est-à-dire le moteur et la surface portante, constitue presque la moitié de son poids, ce qui laisse une charge spécifique, inutile pour le vol, extraordinairement faible. La frégate est championne du monde pour tous les exercices de vol, y compris le vol à la tire.